La Cour africaine des droits de l'homme a donné raison vendredi à l'opposant et homme d'affaires béninois Sébastien Javon en estimant que l'État béninois a violé ses droits en le jugeant 2 fois dans la même affaire. Saltant pour la presse au Burundi, le Conseil national de la communication a annoncé vendredi le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation de la radio britannique BBC, VOA n'est pas épargné par la mesure. En RDC, 2 foyers de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été réactivés dans l'est du pays après une accalmie de 3 semaines. De nouveaux cas de contamination ont été rapportés. Condamné à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne dans son pays et actuellement en exil en France, la défense de Sébastien Germain Javon a transmis à l'agence France Presse une copie des conclusions de l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui siège à Arusha en Tanzanie. Javon a été poursuivi après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA, soit 14 millions d'euros, dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés en octobre 2016. Il a nié tout trafic et estimé qu'il s'agissait d'un coup monté pour l'écarter de la vie politique. Relâché pour cette affaire par un tribunal ordinaire, il avait été jugé de nouveau par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un tribunal spécial créé fin août 2018 dont les jugements ne sont pas susceptibles d'appel. En octobre 2018, ce tribunal avait condamné Sébastien Javon à 20 ans de prison en son absence et lancé un mandat d'arrêt international contre sa personne. Dans l'exposé des motifs, la Cour estime notamment que l'État béninois a violé le droit du requérant à être jugé par une juridiction compétente et violé le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi et puni 2 fois pour les mêmes faits. Dans son arrêt vendredi, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a ordonné à l'État béninois de prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la CRIET de manière à en effacer tous les effets et de faire rapport à la Cour dans un délai de 6 mois. La Cour a aussi condamné la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour avoir violé la loi en coupant Soleil FM et Sika TV, des organes de presse dont Javon est promoteur. C'est une décision contraignante car le Bénin s'est engagé à respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et s'expose à des sanctions de l'Union africaine si il ne les respecte pas, a souligné Maître Ben Simon, avocat de Sébastien Javon. Je suis soulagé de voir enfin aujourd'hui mes droits pleinement reconnus, a réagi Sébastien Javon interrogé par l'agence France Presse. La Cour d'Arusha a montré que la justice béninoise a violé mes droits les plus fondamentaux et condamné en tout point la CRIET, cette juridiction d'exception créée de toutes pièces pour m'abattre, s'est-il félicité. C'est un conteneur rempli de cartons contenant de la viande de mouton. Il s'agit de viande sacrificielle du Hajj 2018 en provenance de l'Arabie Saoudite. C'est un lot de 3000 paquets offerts par le Royaume saoudien au Burkina Faso au profit des populations vulnérables. Un geste salué à sa juste valeur par la ministre en charge de l'action humanitaire, Laurence Ilboudo Marshall. Nous avons beaucoup de populations qui ont besoin de s'alimenter correctement. Donc vraiment, je voudrais remercier le roi Salman pour la délicatesse et tout le peuple de l'Arabie Saoudite pour ce don. Maintenant, vous savez que dans mon discours, je l'ai dit que c'était destiné aux populations vulnérables. Les populations vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, à travers nos services déconcentrés et à travers les structures que nous avons mis ensemble ici, des relais, tels que les coordinations de femmes et tout, nous allons distribuer ces carcasses aux plus démunis. Les priorités seront les femmes et les enfants. Chaque année, le Burkina Faso bénéficie de ce don alimentaire du Royaume saoudien. Cette fois, la quantité de ce don a augmenté de 30% par rapport au don passé. Pour le docteur Walid Ben Abdul Rahman Al-Amoudi, ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, le projet de fournir des carcasses de moutons entre dans le cadre des efforts déployés par son royaume envers tous les pays musulmans amis et frères. Et ce don au Burkina Faso entre également dans le cadre des relations d'amitié qui lient les 2 pays. Rappelons que le Burkina Faso bénéficie de l'aide du royaume saoudien dans plusieurs domaines, comme le volet humanitaire, pharmaceutique et de matériel de suivi.
C'est ce vendredi que le projet de nouveau mandat de la MONUSCO est soumis au vote du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Rédigé par la France, le texte prévoit une extension de la mission jusqu'au 20 décembre 2019 et souligne que le Conseil de sécurité a l'intention de revoir ce mandat sur la base d'une révision stratégique commandée au secrétaire général Antonio Guterres et qui est attendue au plus tard le 20 octobre 2019. Selon le rapport, le plafond des effectifs autorisés par la MONUSCO reste à 16 215 militaires, 660 observateurs militaires, 391 policiers et 1050 policiers spécialisés. Si le Conseil de sécurité entérine cette résolution, comme c'est probable, il ne suivrait pas les recommandations d'un récent rapport d'Antonio Guterres proposant une réduction d'environ 2000 membres de la MONUSCO. Le président congolais sortant, Joseph Kabila, avait demandé en son temps le départ de la MONUSCO au plus tard en 2020, laissant présager des coupes drastiques dans ses effectifs dès 2019. Mais l'arrivée à la tête du pays de Félix Tshisekedi change la donne. Les Nations Unies sont présentes en RDC depuis une vingtaine d'années et la MONUSCO représente l'une de ses missions actuelles les plus importantes et les plus coûteuses. Son budget annuel est d'environ 1,11 milliard de dollars. La République démocratique du Congo renoue avec l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. 2 différents foyers de la maladie ont été réactivés dans le pays depuis le 20 mars, notamment à Beni et Ouacha, 2 villes de la province du Nord Kivu. À l'origine de cette situation, la mobilité de la population qui voyage fréquemment d'une zone à une autre. Précisément, le foyer de Beni, qui n'avait enregistré aucun nouveau cas confirmé entre le 21 février et le 20 mars 2019, a été réactivé après qu'une personne contaminée par le virus Ebola venant de Biakato Mine se soit déplacée à Beni pour se faire soigner. Depuis le déclenchement de la 2e épidémie d'Ebola en RDC le 1er août 2018, 1044 cas ont été confirmés et 652 décès enregistrés, tandis que 325 personnes ont été guéries de la maladie d'après les autorités. Mi-mars, l'Organisation mondiale de la santé avait prévenu qu'en finir avec cette épidémie en RDC prendrait encore 6 mois, mais avait mis en garde contre une aggravation de l'insécurité. Pour rappel, la maladie à virus Ebola apparue pour la première fois en 1976 est une maladie grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité peut atteindre 90%. L'être humain s'infecte par contact soit des animaux infectés, soit avec des liquides biologiques de personnes infectées. La radio britannique BBC, définitivement indésirable au Burundi. Initialement suspendue pour 6 mois le 4 mai 2018 pour manquement à la loi régissant la presse et à la déontologie, cette radio, qui n'avait pas pu reprendre sa diffusion à l'expiration de sa sanction, s'est finalement vue retirer son autorisation d'exploitation de manière définitive par le Conseil national de la communication. L'autorisation d'exploitation de la station de la radio British Broadcasting Corporation BBC est retirée. Il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national du Burundi de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la radio BBC. Le Conseil national de la communication du Burundi prolonge par ailleurs jusqu'à nouvel ordre la suspension de la radio américaine Voice of America, accusée des mêmes faits et suspendue depuis la même période. BBC est accusée de n'avoir pas tenu sa promesse de respecter les principes d'équilibre de l'information et de vérification rigoureuse des sources et d'avoir diffusé un documentaire qui, selon le Conseil national de la communication, s'est avéré être un montage mensonger, calomnieux et accablant pour le Burundi. De son côté, VOA est de nouveau sanctionné
pour travailler avec un journaliste burundais accusé par le pouvoir d'avoir participé au putsch manqué de mai 2015. Lors de ces 25 dernières années, le grand souci ou le grand défi du Rwanda a été la reconstruction de l'unité nationale. Parce que lorsque un génocide est commis, un génocide, c'est une extermination d'une catégorie, d'une composante de la population, en l'occurrence les Tutsis. Donc cet acte-là, cet acte meurtrier, brise profondément l'unité du pays. Donc il a été question pendant les 25 dernières années de ramener tous les Rwandais à comprendre que nous partageons un même pays, les mêmes droits. Et donc la construction d'un état de droit a été un défi essentiel et capital sur lequel le Rwanda a travaillé ces 25 dernières années. Étant donné que le génocide a emporté plus d'1 million de victimes, nous avons dénombré en 2002 1 074 017 personnes. Ça, c'est le chiffre qu'on a dénombré en 2000 et qui ont été publiés en 2002. Mais nous pensons qu'ils vont au-delà. Parce qu'il y a des victimes qu'on n'a pas pu savoir où ils ont été jetés. Et donc, ce défi de justice était aussi un défi considérable. La réconciliation a franchi des pas très importants. Des pas très importants parce que, d'abord, vous voyez, le pays est un pays entièrement pacifié, où la population a confiance aux autorités du pays, en ses gouvernants. Là, c'est un pas très important. Et la population, maintenant, ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir poursuivre sur le chemin du progrès. Cela fait un an jour pour jour que les réseaux sociaux sont bloqués au Tchad. Une situation déplorée par l'association Internet sans frontières qui réclame avec plusieurs autres associations et avocats tchadiens la levée de cette restriction. Elles exhortent le gouvernement tchadien à mettre fin à une mesure de censure qui viole le droit à la libre expression et entrave les opportunités pour la jeunesse tchadienne. Fin mars 2018, les principaux réseaux sociaux du pays étaient devenus inaccessibles au moment où un mouvement de contestation s'élevait contre un changement de constitution visant à renforcer les pouvoirs du président du Tchad. Fin août dernier, un collectif d'avocats avait porté plainte contre les deux principales compagnies de téléphonie mobile du pays, Airtel et Tigo, qu'ils poursuivent pour avoir bloqué l'accès aux réseaux sociaux. La justice tchadienne avait rejeté en octobre la plainte déposée par le collectif, la jugeant non fondée. Jeudi dernier, cette décision a été confirmée par la cour d'appel de N'Djamena. L'accès aux réseaux sociaux est toutefois toujours possible au Tchad, en passant par les réseaux privés virtuels VPN. Il faut dire que dans le pays, le pourcentage de Tchadiens ayant accès à Internet n'excède pas 5%. Deux années après leur premier tête-à-tête à la Maison-Blanche, les présidents américains et égyptiens se donnent rendez-vous le 9 avril prochain pour un nouvel exercice. Donald Trump et Abdel Fattah al-Sisi vont évoquer la coopération militaire, économique et antiterroriste entre leurs pays. Ils aborderont aussi les conflits en cours et le rôle de pilier de la stabilité régionale que joue l'Égypte depuis quelques années. Allié stratégique de longue date de Washington, l'Égypte bénéficie chaque année d'une aide militaire américaine d'environ 1,3 milliard de dollars. Je veux que tout le monde sache que nous sommes clairement derrière le président Sisi. Il a fait un travail fantastique dans un contexte très difficile, avait déclaré le président américain alors qu'il recevait pour la première fois il y a 2 ans son homologue Sisi, tournant ainsi ostensiblement la page des critiques de l'administration Obama sur les droits de l'homme. La Maison-Blanche avait en particulier salué les efforts courageux du président égyptien pour promouvoir la conception modérée de l'islam.